l'occasion de réinviter Johan au cours de son travail de recherche. Donc je lui laisse la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Isabelle. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je remercie évidemment la municipalité de Douarnenez, la ville et puis le musée du bateau, toute l'équipe. Je salue évidemment Isabelle et puis Eric qui est au son et à la lumière à la console derrière nous. Je suis ravi d'être parmi vous et merci d'être venus nombreux ce soir. On va parler donc des immatriculations de bateaux et puis surtout d'un signe en particulier. Alors, c'est un peu étonnant de croiser la typographie et le monde maritime, c'est même un peu inédit, mais en tout cas je suis très content de venir parler de mon métier, du graphisme et de la typographie ou du lettrage dans un lieu comme celui-ci. Alors l'aventure, elle commence un tout petit peu plus tôt que le milieu du XIXe siècle. À partir de la période révolutionnaire, les marins et les pêcheurs de l'ensemble du littoral français n'ont qu'une obligation, c'est de porter des marques de poupe. Les marques de poupe, ça consiste simplement à écrire le nom du bateau, généralement à bâbord, donc à l'arrière, et arrière-bâbord, et puis de l'autre côté, le port d'attache. Et d'ailleurs, cette convention, en tout cas cette loi, est encore en vigueur aujourd'hui. Donc elle date de la période vraiment la fin du XVIIIe siècle. Les consignes alors qui sont passées aux patrons, aux pêcheurs, sont relativement simples, même relativement sommaires. On leur demande simplement d'utiliser des caractères peints en blanc sur fond noir et qui vont avoir donc à l'époque le système métrique n'est pas encore adopté. On leur demande d'écrire avec des caractères qui ne font pas moins de 4 pouces de haut, c'est-à-dire environ 10 cm. Et je crois qu'aujourd'hui on est encore à peu près dans ces clous. Mais on n'a pas d'autres consignes. C'est vraiment uniquement une cote. Alors évidemment, ça ce sont des photos qui sont bien plus tardives, ce sont des photos des années 1910 à peu près, et qui montrent comment, voilà, dans les séances d'espalmage, de calfatage, puis de toilettage de bateau, on voit ici un marin à l'œuvre en train de repeindre le nom de son bateau. Alors certains sont allés faire un clin d'œil à la famille, bien souvent, et puis d'autres affichent des convictions politiques ou religieuses, peu importe. Bon, c'est pas complètement mon sujet, mais sachez que ça a été traité, et très bien traité par pas mal de personnes, d'étudiants, plutôt de chercheurs qui ont fait un travail magnifique, souvent sur l'onomastique, c'est-à-dire l'étude des noms des bateaux. On en arrive en 1839 où il se passe quelque chose d'assez banal finalement, c'est que les royaumes d'Angleterre et de France vont encore se chamailler pour le partage de la mer. Alors ça se passe bien évidemment sur les côtes de la Manche, et puis plus particulièrement sur le statut des îles anglo-normandes, qui est donc en baie de Granville complètement problématique, puisque les pêcheurs se tirent la bourre et puis sont obligés de pêcher sous contrôle de bâtiments de guerre pour éviter un nouveau conflit. À ce moment-là, à partir de 1839, c'est à l'initiative du Royaume-Uni qu'il est proposé une convention internationale, c'est-à-dire un traité pour partager cette mer que tout le monde revendique, évidemment, et qui a pour conséquence d'aboutir sur les immatriculations des bateaux. Donc en 1853, voilà, vous voyez que le temps est long hein, pour qu'en France, on arrive enfin au décret qui va mettre en application cette décision. Il faut attendre 1853 pour que chaque quartier maritime reçoive l'ordre, donc l'injonction, avec les consignes pour écrire les immatriculations. Alors vous voyez ici la page qui a été envoyée à l'arrondissement de Brest, dont dépend le quartier maritime de Quimper, que moi j'étudie et je vais vous en parler. Alors vous voyez ici que c'est accompagné donc de la totalité, la liste des lettres initiales qui ont été affectées à chacun des quartiers maritimes. Donc ce qui nous intéresse se passe ici. Le quartier de Quimper sera désigné par la lettre Q, le sous-quartier de Douarnenez par la lettre QD, donc Quimper-Douarnenez, et le sous-quartier de Dierne, QA. Sur la page suivante, il y a certainement le quartier maritime de Concarneau. Non, Concarneau était à Lorient à l'époque, pardon. Donc en 1853, voilà le découpage. La zone qui va nous intéresser, en tout cas moi, ce que j'étudie, même si ce n'est pas complètement ferme, globalement va de Camaret jusqu'à après Concarneau, et puis je l'évoquerai un petit peu, mais ensuite je fais des sauts de puce pour descendre la route du Poisson pour voir un peu comment se comportent ces écritures et comment elles ont migré. Mais pour l'heure, on va se concentrer donc sur le quartier maritime de Quimper, qui est un grand quartier maritime puisqu'il va comporter trois grands sous-quartiers, Douarnenez, Audierne et Concarneau, en tout cas à cette époque, en 1855.
Ça va bientôt changer. Les consignes, cette fois, pour immatriculer les bateaux. Donc cette fois, l'ordre est passé d'afficher ce qu'on va appeler les marques avant, cette fois, avec donc deux choses, une lettre initiale qui représente le quartier maritime, le port d'attache, et puis une série de numéros qui va être attribués par ordre d'arrivée des inscrits au bureau maritime. Voilà. Donc on se retrouve en 1853 avec globalement 4 marques sur chaque bateau. Les marques de poupe, le nom, le port d'attache, en toutes lettres ou en version abrégée, c'est tout à fait possible. Et puis à l'avant, des deux bords, la lettre et puis la série de numéros qui aura été attribuée à l'armateur ou au patron. Alors on va regarder la traduction en photographie. Évidemment, la photographie en 1853 en Bretagne, il y en a très très peu. Vous imaginez bien que le boom de la photographie, en tout cas la photographie professionnelle, amateur, puis la carte postale sera plutôt en 1890, 1895. Mais on a quand même quelques images, 1856, 1857. Ici, ce sont des images de voyage en Bretagne de deux photographes qui s'appellent Furne et Tournier. Et on voit donc des barques ici. On n'est pas loin de l'Anse de l'Enfer. D'ailleurs, je pense à cet endroit-là. Et les barques ne sont pas encore marquées. Donc soit elles sont neuves et le marquage va... Mais bon, j'en doute un peu. Je pense surtout que 6 ans ou 5 ans après le décret, la mise en route est très longue. En revanche, la même année, on a une photo de Concarneau où là, on a véritablement une première immatriculation et qui est d'ailleurs plutôt bien visible pour une photo aussi ancienne et qui est très certainement ici accolée à une marque qui doit être la marque de l'armateur. C'est fort possible. Alors moi, mon travail, donc, c'est évidemment d'observer, de collecter un grand matériel iconographique, de l'observer, et puis de redessiner les immatriculations. Je toucherai peut-être un mot de ma thèse, en tout cas des contours de cette recherche, mais je fais un travail qui n'est pas seulement théorique ou historique, je fais un travail en adoptant et en regardant mon point de vue de graphiste et de typographe, c'est-à-dire que je redessine les immatriculations. Et c'est bien souvent en les reproduisant, en les cataloguant, que j'arrive à dégager quelques phénomènes, on le verra ensemble. Donc voici une première immatriculation du quartier maritime de Concarneau. À Douarnenez, les photos les plus anciennes sont toujours signées de ce tandem, Furne et Tournier. Et nous voici tout simplement dans l'Anse de l'Enfer, avant que ce havre soit comblé. Et on assiste à la mise à l'eau d'un bateau. Mais moi, ce qui m'intéresse se situe plutôt à la marge ici de la photographie. On va s'approcher un petit peu. Et voilà le premier témoignage, et un des seuls, où on va avoir la marque QD à l'avant de cette annexe, ou je sais ce que c'est que cette petite embarcation. Et vous voyez qu'ici, on est quand même assez loin du style qu'on a vu précédemment à Concarneau, où on avait une exécution qui était quand même relativement correcte et même assez professionnelle de la lettre. Ici, ça semble avoir été tout simplement peint à la brosse, trempé dans un pot de peinture à l'huile blanche. Bref, on est assez loin du soin qu'on a pu voir sur l'exemple précédent. Je montre une autre photographie du Rosemer cette fois, toujours dans cette campagne du voyage en Bretagne de Furne et Tournier. Et alors là, il faut s'approcher jusqu'à la limite de l'information qu'il y a sur un cliché. Ça, c'est une photographie qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France. Et on voit donc une série de chaloupes qui sont échouées ici dans le port, avec des numéros qui ont été inscrits. Alors même si on ne peut pas les deviner, alors QD 866 ou 844, peu importe, on ne retrouvera peut-être pas précisément le nom du bateau, ni le rôle d'équipe, ni l'équipage, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de pouvoir dater en croisant cette information avec les registres qui sont conservés aujourd'hui au service historique de la Défense pour savoir à quelle période ont été construits ces bateaux, à quel moment ils ont été mis à l'eau. Moi, ce que je trouve assez étonnant sur cette photographie, c'est à la limite, on peut voir que c'est à nouveau certainement brossé, simplement avec un pinceau qui a été trempé dans un pot de peinture blanche, et certainement fait en série également. J'ai l'impression, mais bon, ça n'est que mon avis, j'écouterai vos avis aussi, que entre ce qu'on a pu voir ici à Concarneau, qui est certainement une marque d'armateur, c'est-à-dire une flottille capitaliste, on pourrait dire, en tout cas une flottille nombreuse et appartenant à un investisseur, contrairement à ici, à Douarnenez, en tout cas, ce sont deux photographies, on ne fait pas une généralité à partir de deux photographies, mais il y a quand même une grande différence d'approche et une grande différence de rapport à ce marquage ou à cette injonction légale. Voilà, toujours Concarneau, d'autres marques.
En 1868, le quartier maritime de Douarnenez et le sous-quartier est érigé en quartier. Donc Douarnenez, grâce à son essor, tout simplement économique, mais aussi démographique, va pouvoir avoir le droit de quitter la tutelle de Quimper pour avoir son propre quartier maritime. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et au passage, on notera que Audierne devient sous-quartier non plus de Quimper, mais de Douarnenez. Donc à cette époque, bien évidemment, changement administratif, changement de découpage veut dire changement de lettre initiale. Donc on n'est plus à cette période-là avec une initiale QD pour les bateaux de Douarnenez et QA pour les bateaux d'Audierne, mais bien donc en DO et DA. Et on voit ici une lettre qui est adressée au préfet maritime et qui donne la recommandation, donc à partir de 1869, de remarquer l'intégralité des bateaux avec ces lettres-là, DO et DOA. Vous noterez aussi qu'ici, je ne sais pas quel est le script, hein, la personne qui a rédigé cette lettre-là, mais il y a quand même une envie, alors déjà d'écrire tout en capital, de mettre des points aussi, point important parce qu'on va retrouver de la ponctuation quelquefois dans les immatriculations, et puis surtout un style qu'on appelle le style Didot, alors qui est vraiment le style tout à fait en vogue à cette époque-là. C'est un caractère, vous connaissez la dynastie des Didot, des grands typographes, éditeurs, et qui ont commencé plutôt à travailler à la fin du XVIIIe siècle, mais dont les travaux et les caractères ont encore contaminé au sens presque institutionnel du terme, toute la vie politique, culturelle de l'État français, à tel point que le Didot, on peut le considérer comme étant presque un caractère d'État. Voilà. Très raide, très austère, extrêmement élégant, puisqu'il a un rapport plein et délié qui est vraiment très particulier. C'est celui que j'ai composé ici. Voilà, ça c'est un Didot. Et je ne connais pas de document photographique montrant un bateau immatriculé à Audierne ou à l'île de Sein portant les initiales DOA. Je n'ai trouvé cet exemple-là que dans le tome 5 ou le tome 4 de Harvag. Et c'est certainement une illustration qui a été faite d'après photographie, mais je ne connais pas le document original, donc je n'ai pas d'autres exemples DOA à vous montrer. Peut-être que les Audiernais les ont bien cachés, je ne sais pas. On arrive en 1876 et je vous montre donc les premières photos des chaloupes douarnenistes immatriculées DO. Ça, c'est une photo du port de Guilvinec qui est extrêmement ancienne, 1876. C'est un document extrêmement rare que m'a prêté un bon camarade, Roland Chatin. Alors, je suis désolé, évidemment. Voilà ce qu'on en devine. D'accord ? Donc c'est un travail qui se passe au compte-fil, évidemment, à la loupe, quelquefois à la binoculaire, pour aller distinguer une immatriculation. Alors quelquefois elle est partielle, quelquefois elle est complète. On arrive simplement à savoir qu'on est à peu près dans les 1000, 1063, 1065, peu importe. En tout cas, on a la série, ça permet de dater l'année de construction du bateau. Et un autre document photographique que j'ai pu trouver, que j'ai pu acheter en ligne, tout simplement, c'est un tout petit format de carte de visite. Ici, on est au Sable d'Olonne, bien vu, j'ai entendu quelqu'un parler des Sables d'Olonne. Et on a une petite brochette de chaloupes douarnenistes qui sont ici échouées et avec de très belles marques DO, ici aussi. Alors là, c'est un peu plus tardif, on est dans les années 1880-1883. Et alors, bon, toujours ce DO en Didot, franchement, là, il n'y a aucun doute sur la provenance, en tout cas sur le modèle typographique qui a servi aux marins. En revanche, sur les chiffres, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez étonnant. Alors encore une fois, pour en avoir le cœur net, je préfère les dessiner. Ça me permet d'interpréter aussi la photographie et puis ensuite de l'abandonner, de ne plus me laisser happer par les détails et puis d'observer ces formes-là avec un œil qui est, voilà, pas un œil d'historien, mais un œil maintenant de typographe ou en tout cas de spécialiste de la lettre. Et donc 1873, bon, je me suis peut-être trompé, 1883 peut-être. Bon. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, l'obligation d'immatriculer les bateaux, elle arrive au milieu du 19e siècle, à peu près au même moment que qu'on va exiger aussi des habitants, des grandes villes d'abord, puis de toutes les villes de France, de faire porter des numéros de maison à chaque propriétaire. Et dans ce registre-là, alors il existe encore des porcelaines, on peut en trouver quelques porcelaines qui datent du 19e siècle, assez difficiles à dater, mais vous voyez que sur le 3 notamment ici, ou même carrément sur le 7 qui commence un peu à bifurquer, qu'on a des modèles aussi dans cette autre provenance, autre source, donc des numéros de rue, quelques similitudes dans la graphie.
Ce qui est assez marrant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de douarnenistes qui ont fait le chemin inverse et qui ont fait remonter les chiffres qu'on va appeler péchants ou en tout cas chiffres à barbe et qui s'en servent pour orner leur devanture de maison. 1882, c'est une date assez importante, en tout cas en ce qui concerne ce sujet, puisque l'ensemble des sous-quartiers, donc là on pense à Camaret, Le Conquet, Concarneau, Belle-Île, etc., vont tous être du jour au lendemain érigés en quartier. Donc là, branle-bas de combat dans les lettres initiales, c'est-à-dire qu'avant on avait globalement une lettre initiale qui était valable pour 4, 5 ou 6 ports différents. Et ben, à partir de 1882, quasiment chaque port, en tout cas chaque port d'importance, va devenir quartier maritime et donc va hériter de ses lettres propres. Alors imaginez, mettez-vous à la place des marins-pêcheurs de chacun de ces havres, quelle fierté de présenter plutôt sa propre lettre initiale que de subir, entre guillemets, la lettre initiale de la grande ville ou du grand port voisin. Un petit récapitulatif en ce qui concerne le quartier maritime de Quimper. Donc en 1855, QD, QA et Concarneau qui quitte l'Orient pour devenir QC. À partir de 1868, Douarnenez devient quartier maritime DO et Audierne DOA, sous-quartier. En 1882, on arrive enfin au D pour Douarnenez, au A pour Audierne, au double C pour Concarneau. Et puis vous savez peut-être que le quartier de Quimper va complètement disparaître à partir de 1919 et devenir le quartier maritime de Guilvinec GV. Voilà pour la présentation générale. Maintenant, on va regarder les formes. Et les formes, je vais vous les faire défiler un peu par décennie. C'est-à-dire qu'à partir de 1880, la photographie, elle est beaucoup plus abondante. Donc j'ai beaucoup plus de matière pour travailler et observer. Là, on a des photos qui sont du fond nordin, conservées à Paris aux archives ou à la... Je ne sais plus dans quelle agence, Roger Violet, je crois. Alors voilà, bon, alors quelquefois j'ai des documents de qualité. Merci Henri Kérésit, magnifique immatriculation parfaitement lisible et que je peux reproduire. Et puis quelquefois je fais avec le fichier qu'on me fournit. Alors quelquefois la définition des scans ne sont pas terribles quand je ne peux pas avoir accès directement à la source. Donc voilà un D 1115, donc année 1880, et vous voyez qu'on a des formes qui sont assez pataudes. Alors peut-être qu'il y a le flou de la photographie qui a tendance à empâter un peu les caractères, mais ça m'a fait penser à d'autres caractères qu'on retrouve justement au Guilvinec, des caractères très larges. Donc je ne m'interdis pas de comparer aussi les alphabets entre eux, parce que quelquefois on trouve des similitudes, en tout cas peut-être des sources d'inspiration. Bon, je ne vais pas toutes les commenter, mais vous voyez comment je procède. Identifier une immatriculation, retrouver un bateau en le croisant avec la base de données des registres, et puis éventuellement, quand ça en vaut la peine, redessiner certaines immatriculations. Et de temps en temps, je fais la synthèse pour voir avec un échantillon suffisamment représentatif, les années 1880, voilà le D de Douarnenez. On est, quoi qu'il arrive, quelles que soient évidemment les différences de graisse ou de contraste qu'on va retrouver dans les chiffres, et puis les détails de dessin que vont donner certains marins-pêcheurs et pas d'autres aux chiffres, on est quand même dans la tradition du Didot, c'est-à-dire dans des caractères qui sont les caractères courants de la presse, de l'édition à l'époque. Voici une très ancienne photographie qui doit dater de 1885 et qui présente une chaloupe, la D1307, qui a été construite en 1881. Alors là, je suis obligé d'approcher à la binoculaire, c'est pour ça que vous voyez qu'on rentre vraiment dans la matérialité de la photographie, c'est un tirage albuminé, et vous voyez qu'ici, le D et les chiffres d'ailleurs vont commencer à avoir une sorte de renflement. Alors c'est les caractères qu'on appelait au XIXe siècle, les imprimeurs et les fabricants de caractères, les fondeurs appelaient ça perlé. Bon, il y a des appellations plus ou moins fantaisistes qui étaient en circulation, mais globalement on appelait ça perlé, c'est-à-dire que la lettre prend un ornement au milieu du fût et de la panse. Donc voilà une petite photographie des années 1881. Alors bien évidemment, cet exemple-là, ça n'est pas une généralité, c'est un cas plutôt isolé, mais on voit que parmi des exemples du Didot, plus ou moins larges, plus ou moins serrés, certains commencent à injecter un peu de fantaisie, ou en tout cas à s'approprier un alphabet qui, lui, est réputé pour être austère et très, très institutionnel, encore une fois.
1885, donc 5 ans plus tard, nouvelle collecte d'images. Ici, on est à Belle-Île, ou non, à Concarneau, pardon. Et voici une très belle photographie qui présente une immatriculation dès 1690. Mer du Sacré-Cœur, donc un bateau construit à Douarnenez en 1885. Vous voyez qu'on est vraiment dans le pur Didot. Les chiffres, les lettres, extrêmement raides, très contrastés, très modulaires aussi. Je reprends d'autres photographies avec des qualités qui sont très très variables évidemment et je continue à dessiner. Et voilà ce qui va apparaître ici en 1885 et qui fait encore pour l'instant figure d'exception à cette date, mais on a une écriture, une tentative de quitter le Didot purement et simplement pour aller chercher du côté de la gothique. La gothique n'a pas encore la connotation qu'on lui connaît, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout dans l'esprit des douarnenistes ni des Français un caractère particulièrement germanique, pas du tout. Ça, c'est l'histoire qui en a décidé un peu ainsi au XXe siècle, et d'une manière un peu erronée d'ailleurs. Mais la gothique fait partie, à l'époque, comme le Didot et comme d'autres formes typographiques, fait partie du quotidien des lecteurs de journaux ou d'éditions, et font aussi surtout partie, peut-être, ça c'est encore à définir, du matériel qui est imprimé pour les textes religieux. Voilà. Donc un peu de gothique. Et vous voyez qu'on a aussi de la ponctuation. 1885, 86, 85. Et en 1890, je pense que c'est le cas le plus ancien, mais bon, ça peut encore évoluer. On retrouve ici, pour la première fois, un dé tel qu'on va le connaître, c'est-à-dire qu'à partir d'un Didot, ici, les extensions auront bifurqué, se seront recourbées. Vous voyez qu'on a toujours cet ornement central là, qui n'est pas encore évidé, qui n'est pas encore ajouré, mais qui vient perler le fût vertical et puis le milieu de la panse du dé. Et on se retrouve dans une forme. Alors voilà un autre bel exemple de gothique. Merci André pour cette magnifique image. Donc vous voyez que, en fait, un style ne chasse pas l'autre. Hein. Il s'agit de cohabitation. On est dans la même période, dans le même port. Donc je continue à dérouler. Le Didot, lui, continue d'exister encore pendant quelques années. En tout cas, le Didot non customisé, on pourrait dire. Et voilà ce qu'on va trouver dans les années 1890. On peut avoir donc des chiffres qui cohabitent avec un dé qui va devenir le dé un peu péchant ou le dé poisson, je ne sais pas quel nom vous lui donnez, et puis de la gothique. Alors voici une petite planche qui vous donne aussi un peu de matériel de ce que pouvaient avoir nos marins-pêcheurs sous les yeux, pour ceux qui étaient lettrés et puis assidus à la lecture d'un journal local ici. Donc vous voyez qu'on a des caractères à empattement, des caractères sans empattement, de la gothique pour le petit brestois. Ici, ce qu'on appelait donc ces didos ou ces didones très très grasses, là, ici, dans des énormes contrastes. Et puis du côté des imprimeurs, c'est-à-dire le matériel professionnel, cette fois de l'édition, eh ben, il existait donc ces formes qui sont perlées, ornées, qui commencent à bifurquer, etc., etc. Donc, à la fois, ces formes, elles sont étonnantes. En tout cas, c'est assez surprenant de les voir commencer à fleurir sur les coques des bateaux. Et en même temps, elles ne tombent pas du ciel. Elles s'inscrivent aussi dans une époque, le 19e siècle, qui est assez bouillonnante sur le plan typographique. On va parler de l'éclectisme, c'est-à-dire que toutes les sources historiques sont bonnes à prendre. Le romantisme, le néoclassicisme. On revient donc au baroque. On va y mélanger du gothique. C'est vraiment c'est aussi le bouillonnement artistique de l'époque qui veut cette espèce de maelstrom visuel. Et puis il y a une autre peut-être source qu'il faut évoquer assez rapidement, c'est que bien évidemment on ne peut pas déconnecter le travail de peinture ou de gravure des immatriculations de ce qu'on peut trouver aussi ailleurs. Donc j'ai parlé de la presse et de l'édition, mais une grande partie de mon travail est aussi d'aller voir du côté des enseignes, des peintres en lettres et puis des catalogues de lettres qui étaient en circulation pour essayer de voir et de comprendre si du côté des artisans qui peut-être offraient leurs services, vendaient leurs services pour dessiner des enseignes. Et il ne peut pas y avoir un moment, peut-être non pas la main d'un professionnel de la lettre dans cette histoire d'immatriculation, mais des conseils, des influences, etc. Quand on regarde ce dé-là de l'Hôtel des Voyageurs, on est en 1858, ou quand on regarde cette planche de 1843 avec un alphabet qui a été proposé par un certain monsieur Joseph Balthazar Sylvestre, et qu'on s'approche de ce dé orné et en volume, gravé donc sur cette planche, gravé sans doute de la gravure cuivre, on n'est quand même pas très loin de notre dé tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ces fameux diamants. Donc on appelle diamant la forme de losange qui ajoure la partie perlée au centre du fût et au centre de la panse du dé.
Après 1895, là, on a beaucoup plus de photographies et les photographies commencent à monter aussi en qualité, en piqué. Et puis surtout, les photographies originales sont conservées soit aux archives départementales, soit au musée, ici au musée du bateau, il y a quelques plaques de verre aussi, donc, ou évidemment des particuliers qui ont chez eux des trésors. Et là, je peux aller consulter les plaques de verre, les documents originaux, et bien évidemment, ça me permet d'avoir une lecture qui est bien meilleure que les fichiers informatiques, bien souvent de piètre qualité, qu'on me confie quand les plaques ne sont plus accessibles ni aux chercheurs ni au public. Bon. Ici, on voit une séance, on est sur la cale du Rosemer, hein, vous avez reconnu, avec une séance donc de toilettage. Et donc là, le coltard a été gratté, la coque est mise à nu, on a le bois clair qui est là, et on se rend compte, je n'ai pas encore parlé de la technique qui est employée, mais en tout cas avant 1900, il est évident qu'à Douarnenez, les immatriculations ne sont pas seulement peintes sur les bateaux, mais elles sont gravées. Et quand je parle de gravure, ce n'est pas une simple gravure avec le pourtour pour garder la silhouette du cygne et pouvoir le repeindre à chaque étape de carénage, de toilettage, de calfatage et puis de coltard. C'est gravé véritablement profondément dans le bois, quitte à quelquefois nous interroger sur la fragilisation des bordées à cet endroit-là. Et vous voyez que la technique, donc, elle est ce qu'on appelle en anglais le V-carving, c'est-à-dire la gravure en V. Je vais le mimer comme ça, c'est-à-dire qu'avec, là, ça ne peut pas être fait au couteau, ça ne peut être fait qu'avec des ciseaux, des outils de charpentier ou de sculpteur. On va creuser le bois avec 2 pans à 45 degrés pour aller donc inscrire le signe. Et à l'intérieur de cet espace-là, donc qui est une gouttière en fait, qui est comme un signe en creux, la peinture blanche va être accueillie et va être reçue. Tenez, je vous montre d'ailleurs le même détail sur une carte postale d'époque, reproduction photomécanique. Le même détail avec un scan des années 90, tel qu'il est proposé par les archives du Finistère, et puis une photographie que moi je peux faire avec du matériel quand je me déplace pour aller voir le document original. Donc vous voyez que, bon, évidemment, je ne refuse jamais de travailler à partir de cartes postales quand c'est la seule trace qui reste du bateau et de l'immatriculation, mais vous voyez qu'en termes de qualité, évidemment, il faut pouvoir aller l'observer sur une table lumineuse pour bien travailler. Les années 1890, 94. Et là, autour du même motif, on va donc retrouver une espèce de, non pas de standard, mais de forme commune qui se met en place, c'est-à-dire un dé bouclé qui est composé presque de 2 cercles adjoints, mais avec des variations, c'est-à-dire des variations dans les proportions, dans le contraste, avec des ornements centraux ou pas. Donc il se passe quelque chose d'assez étonnant au milieu de ces années, de cette décennie 1890, c'est que les marins vont tous se rapprocher presque du même modèle, mais chacun en assurant une petite variation avec plus ou moins un ornement, etc., etc. Je fais une petite aparté sur la gothique, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu spécial. La gothique, donc, qui n'a pas perduré, puisque je pense que peu de gens se souviennent d'avoir vu passer des immatriculations en gothique à Douarnenez. Mais il y a eu quand même, dans ces années 1890-1895, beaucoup de tentatives, je dis beaucoup, c'est-à-dire au moins une vingtaine de cas, ce qui est beaucoup, en tout cas avérés, et qui mettent en scène, alors, je suis désolé, la qualité des photographies n'est pas toujours excellente, mais ici elle est parfaitement visible, hein, donc ça c'est un macrotier à Ouessant, je crois, 1895, et qui va plutôt aller chercher du côté de la gothique que ce fameux dé des poissons qui est en train de se mettre en place. Et vous voyez, alors je ne sais pas, il y a peut-être quelques typographes et peintres en lettres dans la salle, vous imaginez bien que l'exercice de l'écriture de la gothique, ce n'est pas du tout la même chose que le dido. Le dido, ça peut s'improviser, ça peut s'apprivoiser. Une règle, une équerre, un compas, et puis on peut y aller. Pour connaître la gothique, là, il faut quand même avoir du métier, ou en tout cas avoir un exemple sous les yeux, ou avoir quelqu'un qui vous a appris comment le faire. Donc je trouve que c'est assez intriguant, ce choix de la gothique, là, et ça témoigne quand même d'une certaine forme de savoir-faire qui est vraiment très, très, très particulier ici. D'autres gothiques beaucoup plus simples. Et puis à partir de 1900, donc j'avance dans le temps, à partir de 1900, on va commencer à voir le signe parfaitement stabilisé. On l'a ici sur une très belle photo de Robert Desmaquis au pied des Plomards. Mais encore une fois,
d'un bateau à l'autre, on s'autorise à être plus ou moins sobre dans l'ornementation de ce signe. Donc 1900, 1901, 1902, vous voyez qu'on est toujours à peu près sur le même gabarit, les proportions sont à peu près arrêtées, les contrastes aussi, mais on a différentes options d'ornement. 1902, 1903, 1909. Bon, on pourrait faire une collection comme ça, j'espère aller au bout. Mais il faut savoir que donc après 1900 et jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, et c'est là que s'arrête mon étude dans le temps, le signe tel qu'on le connaît aujourd'hui se met au point. Et vous le voyez ici, non pas en train d'être gravé, mais en train d'être peint par un jeune, il n'est pas mousse, hein, je ne pense pas, mais un jeune homme qui doit avoir une quinzaine d'années tout au plus. Voilà. 1916, 1923, 1925. Bon, alors la question c'est quoi? Vous pourriez me dire aussi, à quel moment le D devient DZ, puisque ça c'est quand même un sujet un peu tabou ici à Douarnenez. Cette histoire de Z, en fait, elle arrive dans les années 1925. C'est-à-dire que, évidemment, je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de problèmes. Il faudra que j'épluche un peu le matériel juridique de l'époque. Mais quand vous avez un port comme Audierne avec un A, ou un port comme Auray avec un A également, qui vont pêcher certainement le même poissons qui arment pour les mêmes pêches et qui font les mêmes courses, ou en tout cas qui sont en relâche dans les mêmes ports, on pense à Belle-Île ou à la presqu'île de Quiberon, bien évidemment ça peut devenir extrêmement problématique d'avoir deux bateaux qui portent la même immatriculation. Exactement la même immatriculation, et qui aux yeux des gendarmes peuvent avoir deux bateaux l'un à côté de l'autre. À l'époque, les chaloupes sont assez, bon évidemment quand on est expert on peut les distinguer bien sûr, mais les embarcations sont toutes relativement semblables, et il est possible donc d'avoir deux bateaux qui portent la même immatriculation. Donc j'imagine que l'administration maritime a voulu régler ça une bonne fois pour toutes en 1925 en exigeant donc des différents quartiers de rajouter une deuxième lettre qui viendrait donc distinguer donc le R pour Brest, hein, qui est passé de B à BR, le U pour Auray qui est devenu donc AU, Audierne, pardon, et Auray est devenu AY, et D est devenu DZ. Mais je ne sais pas pourquoi, autant à Audierne et à Brest, ça n'a pas posé de problème, mais à Douarnenez, sur les photographies, personne n'a mis ce Z là en 1925. Je pense que les douarnenistes ont dû penser qu'il n'y avait pas d'autres D aux alentours, si ce n'est Dinan, Dinard, Dunkerque, en se disant, bon, c'est loin, ça va, ça passe, on peut garder notre D sans mettre un Z. Et donc, il faut attendre les années 60. Je parle des années 1960 pour que, enfin, je pense qu'un gendarme a dû sévir et a exigé donc que les bateaux portent véritablement un Z. Et vous voyez qu'ici l'immatriculation n'a pas été refaite, hein, il a été rajouté dans l'emplacement là où il y avait de la place, et ça n'a pas dû être fait de gaieté de cœur, cette histoire de Z. Bon, maintenant on se pose la question par qui et comment. Par qui et comment? Alors, ce qui est assez étonnant, ou un peu triste en tout cas, c'est que malgré l'immense documentation photographique de ces années-là, on est dans les années évidemment où les sociétés savantes s'intéressent évidemment au folklore, où les premiers touristes, d'abord britanniques puis français, se déplacent, où les industriels et puis les notables sont équipés d'un appareil photo. Bref, ces années sont sur le plan photographique relativement couvertes, et on a beaucoup d'images. Et malgré tout, et puis on photographie les marins, leurs enfants, leurs femmes, un peu sous toute leur couture, quitte à les faire poser comme ici devant leur bateau. Et figurez-vous que je n'ai pas encore rencontré de scène montrant un marin en train de graver un bateau. Donc, si vous en avez une chez vous, vous voyez quelqu'un à l'œuvre, très clairement en train de graver au couteau ou à la gouge un numéro, je suis preneur. En revanche, on a beaucoup de photos qui sont des photos des scènes de toilettes, en fait, de toilettes de bateau. Et là, c'est la magnifique série de Charles Lhermitte qui est conservée au musée d'Orsay, qui présente donc au pied des plomards ces scènes-là où les marins sont en train de faire une beauté à leur chaloupe et leur canotte. Et vous voyez, c'est pas la première fois que la tâche de repasser au blanc une fois que le coltard que la coque a été réenduite de coltard, la tâche est confiée à un gamin. C'est assez surprenant, mais on peut l'expliquer évidemment, parce que bien évidemment à cet âge-là, je ne sais pas quel âge il a le bonhomme, là, peut-être 7 ou 8 ans, 9 ou 10 maximum, c'est pas qu'il n'est pas capable de le faire, c'est simplement que, encore une fois, la gravure tellement profonde
franchement, elle empêche complètement qu'on puisse déborder du signe. Je crois qu'il y avait aussi une vertu au fait de graver aussi profondément, c'est que la marque, elle était assez indélébile sur les bateaux. En fait, j'ai été un peu vite. J'ai trouvé une photographie que j'ai pu acheter sur Internet où on voit ici, dans la cohue de la cale du Rosmer ici, on voit là. Vous le voyez ou pas? Voilà. Donc c'est la seule que j'ai trouvée pour l'instant. Alors on l'agrandit, mais évidemment quand on agrandit une photographie, eh ben, on gagne effectivement en échelle, mais on perd en information, quoi. Qu'est-ce qu'on en voit? Qu'est-ce qu'on comprend? À la limite, il vaut peut-être mieux la regarder à cette échelle-là. On comprend plusieurs choses. C'est un homme et c'est un marin. Son béret en atteste. Donc c'est pas un professionnel de la lettre, c'est pas un autre corps de métier qui est là, c'est pas un enfant, c'est pas une femme qui est en train de faire ce travail. C'est un marin. Et ici, si on observe bien la main, on voit le geste, vous voyez la courbure des épaules, la courbure du dos qui indique que cet homme est ployé sur son ouvrage et qu'il y met de la force. Et s'il y met de la force, ça veut dire qu'il appuie, et qu'il appuie profondément dans le chêne, dans le bois du bordé ici. Et puis, entre son pouce et son index, là, moi je crois deviner ici un outil, très certainement. Et donc sa main gauche, il est certainement droitier, la main droite est cachée par son épaule et par son béret, mais la main droite donc tient certainement un outil, qui est à mon avis un ciseau. Et la main gauche, ici entre l'index et le pouce, sert à guider cette lame-là dans le bois. Alors là, on sort carrément le microscope à balayage pour aller chercher pas grand-chose, si ce n'est voilà, ce bout de pouce qui émerge un peu du flou. Voilà. Allez, on repart encore sur ces questions-là. Pour qui et comment. On a une très belle photo de Philippe Tassier qui date des années 1910-1913, où des mousses, des ados sont en train de poser sur un bateau. Et bien évidemment, moi j'apprécie évidemment la composition et puis cette photo magnifique, mais alors ce qui m'intéresse encore plus, c'est ce qui se passe là, évidemment, parce que là on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir la photographie d'une avarie récente. La planche, là, ici, a dû être pourrie, a dû se briser tout simplement, et on a mis donc un bordé de fortune qui est là, qui est placé d'une manière temporaire, certainement, et puis quelqu'un est venu avec un outil qui est certainement une craie, tracer l'immatriculation, la demi-immatriculation qui a été emportée par cette avarie. Donc ici, je pense que c'est un 4. J'en suis même presque certain. Et qu'est-ce qu'on comprend quand on retrace la forme qui est manquante là, de ce 4, ici, avec le caractère complètement rectiligne de ces deux parallèles, et puis le caractère relativement bien régulier de cet arc de cercle au sommet pour arrondir le fût, eh ben on comprend tout simplement, en tout cas pour ma part, c'est l'hypothèse la plus crédible, qu'il y avait un outil pour le faire. Un outil qui n'est pas un pochoir à proprement parler, qui n'est pas un gabarit ni un patron, mais simplement une baguette de bois qui pourrait suffire, qui va donner 3 informations essentielles. La hauteur du cygne, sa largeur, la largeur du fût, et puis éventuellement donc un détail de dessin, c'est-à-dire la forme arrondie de la forme supérieure de la lettre. Avec ce gabarit-là, aussi simple qu'il est, vous pouvez donc ensuite le retourner et puis vous pouvez dessiner la deuxième partie du fût du 4. Alors moi je le suppose parce qu'ici, je ne sais pas si vous le distinguez comme moi, il y a un léger tracé arrondi que moi je devine ici. Et puis ici, pour finir, encore une marque qui semble être aussi une marque de repère qui a été tracée et qui correspondrait à la fin du fût. Voilà comment faire un 4. Avec ça, vous pouvez faire un 1, évidemment. Vous pouvez en partie faire le 7. Avec d'autres modules ronds, vous pouvez faire le 8, le 9, le 5, le 3, etc. etc. Donc, ça plaide pour une théorie qui serait celle donc d'avoir, non pas, encore une fois, ce n'est pas des pochoirs, hein, ce serait un bien grand mot, mais en tout cas des outils qui serviraient presque un peu d'étalon. Je vous présente maintenant un des grands graveurs de Douarnenez, qui a été présenté pour la première fois, en tout cas aux yeux du public, dans les années 70 par l'équipe d'Arvag dans le tome 1, et qui s'appelle Jean Derrien, que tout le monde appelait à Douarnenez Tonton Derrien.
et qui donc est réputé pour avoir été le sculpteur attitré de Douarnenez pendant plus d'un demi-siècle. Alors j'ai eu la chance de rencontrer la famille de ce monsieur Derrien, qui habitait place du Sémaphore, pardon. Voici une de ses réalisations de jeunesse, couvercle de boîte des années de son service militaire, enfin même pas de son service militaire, mais de sa mobilisation pendant la Première Guerre mondiale, très certainement. Et puis il a été patron d'un bateau qui s'est appelé le Mimosa, construit en 1928. Voici, je vous laisse apprécier la qualité de l'ouvrage de cette boîte. Alors, est-ce qu'elle a été faite au couteau ou plutôt à la petite gouge? J'ai quand même beaucoup de doutes. Tous les sculpteurs que j'ai interrogés ne sont pas d'accord sur l'outil qui a été employé. C'est quand même extrêmement fin, très ciselé, et peut-être que le couteau ne suffisait pas. Je ne sais pas. Le Mimosa, vous le connaissez certainement, puisque c'est le premier bateau à avoir été sauvé des eaux, enfin sauvé de la vase surtout, et qui a eu une longévité assez incroyable, puisque finalement l'association Trésour, à l'époque de la création du chasse-marée, et puis l'idée de construire un musée du bateau à Douarnenez, c'est le bateau qui a été donc sauvé, retapé, et qui fait figure finalement de témoins vivants, de fossiles vivants, de ce qu'ont été ces embarcations. Et le bateau est donc conservé dans les réserves du musée du bateau à Tréboul. Et j'ai pu aller récemment avec une équipe de chercheurs, de curieux comme moi, faire des relevés photographiques, des relevés lasérographiques, si je ne me trompe pas. Et puis moi, j'ai des relevés qui sont très simples avec des nappes en papier et puis des craies grasses, mais qui me permettent d'aller faire des relevés et regarder la qualité de l'exécution. Alors bien évidemment, on est presque un siècle après la mise à l'eau du Mimosa, donc impossible de dire si ce sont les marques d'origine, vraisemblablement pas, ou si ce sont des deuxième, troisième générations de remplacement de bordées. Mais en tout cas, les signes, tels que moi j'ai pu les photographier et les relever sur le Mimosa, sont d'une exécution absolument exemplaire. Vous voyez ce 3 là, gravé très profondément. DNEZ. Et voici les deux signes D à bâbord et à tribord. Alors vous voyez qu'il y a une grande différence entre les deux signes. Alors ça peut être encore une fois deux étapes ou deux époques très différentes. Et vous voyez d'ailleurs qu'ici, nous avons aussi deux générations au sein du même signe de qualité de bois. Donc peut-être que celui-ci est d'origine, mais certainement pas celui-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir deux signes pareils mais différents? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de gabarit. Bon, en tout cas, s'il y avait un gabarit, il était relativement sommaire et permettait quand même aux peintres et aux graveurs d'interpréter ou en tout cas de travailler à main levée. Bon. René Urvois, dont vous connaissez peut-être le travail, qui est un peintre, pêcheur d'abord et peintre, m'a beaucoup parlé de ce tonton Derrien, puisqu'il a des souvenirs d'enfance d'avoir vu ce Jean Derrien travailler. Et il m'a donc informé, souvenir de jeunesse, de la façon dont travaillait Jean Derrien. Alors il m'a raconté des choses assez étonnantes, que ce monsieur Derrien avait confectionné à partir d'une cuillère qui avait été coupée, il s'était fabriqué un outil, qui n'est autre qu'une gouge, et il m'a dit que tous les signes, absolument tous les signes, pouvaient tenir dans un cercle ou dans deux cercles qui auraient été tracés dans du carton et ajourés. Donc ni une ni deux, avec un bon camarade, Jean-Claude Bourdon, nous avons été découper des cuillères, affûter des cuillères, avec tous les matériaux possibles et imaginables. Et ici, je vous montre quelques scènes de travail qui sont des scènes qu'on pourrait appeler de la méthode expérimentale, c'est-à-dire que régulièrement je viens faire un point avec ce monsieur Urvois et puis je confronte des tentatives en bois, en carton, avec ses souvenirs, et puis il corrige, il ajuste le tir en me disant mais non, c'est pas comme ça, etc. etc. Et c'est assez étonnant de faire revivre, de faire un peu surgir la méthodologie et puis les formes de l'époque. Le deuxième grand graveur est certainement un très bon ami de ce Jean Derrien, il s'appelle Édouard Ansquer. Édouard Ansquer, je pense que certains d'entre vous l'ont connu, et peut-être même très bien connu. Il nous a quittés il n'y a pas si longtemps, en 2014. Et lui aussi, avant de s'installer du côté de Ploaré, a vécu avec sa famille, dans son enfance, il avait vécu
place du sémaphore. J'ai pu parler avec l'une de ses filles, pas plus tard qu'avant-hier, et qui m'a confié qu'effectivement, très certainement, cette place du sémaphore devait être un centre névralgique du Rouen douarneniste, et puis que Édouard Ansker a dû certainement apprendre, ou en tout cas du moins voir Jean Derrien au travail, et certainement qu'une amitié a dû naître. Alors je sais qu'Édouard Ansker a pris la parole au moment des funérailles de Jean Derrien, en tout cas je crois le savoir, et ça veut dire très certainement qu'il y a eu un point de passation. Très certainement, dans la technique, dans les formes, dans les gabarits, etc. etc. Édouard Ansker devient donc, après la mort de Jean Derrien en 1979, si je ne dis pas de bêtises, devient le graveur attitré, le peintre attitré du port de Douarnenez. Voici quelques-uns de ces gabarits que j'ai pu trouver chez des gens qui l'ont connu. Et puis, Édouard Ansker n'était pas du tout avare de son art et il transmettait volontiers des photocopies de ces lettres et de ces signes pour que les bateaux de Douarnenez qui en avaient l'occasion puissent travailler selon la tradition. À Édouard Ansker, on lui doit quasiment toutes les répliques et tous les bateaux qui ont été construits à partir des années 80, Telenmore, Anéostig, voici Anéostig, mais aussi Reine de l'Arvor, Cap Sizun à Audierne, et puis son dernier bateau, le Skellig, en 1911, pardon, je me trompe régulièrement d'un siècle ou deux, en 2011. Donc quelques années avant sa disparition. Et je vous propose d'écouter Édouard Ansker, c'est Claire Louette qui l'a interviewé en 2011 au moment de la mise à l'eau du bateau. On appelle les lettres à barre. Sur la table du salon, Édouard termine les gabarits des chiffres d'immatriculation du Skellig, les célèbres lettres péchantes auxquelles les marins croyaient dures comme fer, au point de passer leur tour pour décrocher un 7, ou mieux encore, un 1. Et il est péchant parce que les vieux avaient considéré que ça ressemblait à un hameçon. Hein? Édouard Ansker a fait la pêche pendant... Voilà, je suis désolé, c'est vraiment un tout petit extrait, mais vous pourrez trouver cette vidéo et c'est très, très émouvant parce que c'est quasiment le seul témoignage filmé qu'on ait sur ce sujet-là. Alors, les chiffres péchants, maintenant. Les chiffres péchants, il est temps d'aborder un sujet qui fâche un petit peu. Qu'en est-il de ces chiffres péchants? J'en arrive à la question pourquoi. Quand on fait une petite chronologie de la littérature contemporaine de ces fameux chiffres à barbe, ou en tout cas de la naissance de ce registre stylistique à Douarnenez, mais en Bretagne au sens large. Alors évidemment, on peut pardonner à Victor Hugo et à Jules Verne de ne pas en avoir parlé dans leurs romans successifs. Bon, c'était peut-être un peu précoce, etc. Mais qu'en est-il de François-Marie Luzel, donc un folkloriste qui a raconté à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur les récits populaires en Bretagne, de Paul Sébillot, autre folkloriste qui a raconté par le menu absolument toutes les superstitions qu'on pouvait récolter auprès des populations agricoles ou maritimes. Mais je pense aussi à Pierre Loti, Hyacinthe Le Carguet, Anatole Lebras, Charles Le Goffik, Jacques de Tézac plus tard. J'avance dans la chronologie. Paul Sébillot à nouveau, puisqu'il a beaucoup écrit. Et puis plus tard, Auguste Dupuis. Et puis Paul Mével, le docteur Mével, qui a séjourné à Douarnenez pendant des années, et à qui on doit donc le fameux livre Les Seigneurs de la Mer. Puis Peter Hanson, un prêtre britannique venu parler des marins en Bretagne. Pourquoi tous ces gens-là, en immersion totale avec le monde marin, et qui ont pu raconter sur des pages et des pages et des pages et des pages et des pages comment vivait cette population, a pu omettre quelque chose d'aussi énorme que un style graphique, des styles graphiques, et qui auraient en plus été chargés de vertus, quelle que soit d'ailleurs la nature de cette superstition, religieuse, païenne. Est-ce qu'elle protégeait du diable contre le mauvais œil, ou est-ce qu'au contraire elle attirait la fortune sur la pêche, etc. etc. Mon interrogation, c'est bien évidemment, je ne réfute pas du tout qu'il y ait un fond de vérité derrière cette graphie. Mais je m'interroge quand même. Ici, on voit donc le premier exemplaire de l'Almanach breton en 1899. Jacques de Tézac fait mention des lettres et des numéros, simplement en guise de rappel à la loi pour les marins. Ça aurait été ici une très belle occasion, je pense, de pouvoir parler d'une pratique artistique ou d'une pratique peut-être
propitiatoire, si on veut parler, ou votive autour de ces lettres, et ça n'a pas été le cas. Je parlais de Hyacinthe Le Carguet, qui est un savant installé à Audierne, dans le Cap Sizun. Enfin, il est plutôt de Pont-l'Abbé, je crois, originaire de Pont-l'Abbé, mais installé dans le Cap Sizun, et qui a dirigé la Société archéologique du Finistère pendant des années. Lui-même a enquêté et enquêté et enquêté jusqu'à pouvoir nous raconter des détails sur la pêche au casier à l'île de Sein, où il faut briser une assiette et placer les débris dans le casier. Bon, on arrive à des niveaux de détails, et puis pas un mot sur ces fameuses lettres pêchantes. C'est quand même un peu troublant comme omission. Il y a une personne, il y a un auteur, Camaret-Toi, qui a parlé de la numérotation, mais qui n'a pas parlé des chiffres pêchants. C'est Gustave Toudouze, en 1890, je vais lire le passage. À l'arrière, un nom se détachant en blanc sur le noir des planches vernies, Marianne, en hommage à sa cousine Marianique, sous le patronage de laquelle il la plaçait, et comme numéro d'ordre, également répété sur les voiles, celui que le sort de l'inscription lui avait donné, 888, 3 chiffres semblables dont l'originalité ne lui déplaisait pas. C'est quand même étonnant. Donc on ne va pas parler des chiffres, de leur forme, on ne va pas parler de la typographie ni du lettrage, et on ne va pas parler de caractères superstitieux de tel ou tel chiffre qui serait bon ou qui serait moins bon, mais on va plutôt parler d'une espèce d'anomalie ou d'accident ou de heureux hasard, et puis du fait que ce pêcheur en question, dans le livre donc Péri en mer, je ne me trompe pas, va du coup apprécier la forme originale que le sort lui a confiée. Il faut attendre 1965 et une revue de graphisme, cette fois, pour lire pour la première fois une information avec un point de vue de graphiste sur une éventuelle superstition ou une éventuelle décoration. Donc 1965, on est quelques années avant la grande aventure Arvag. Dans les années 70, la revue Petit Perroquet, que certains et certaines d'entre vous connaissent certainement comme grand frère ou grande sœur du Chasse-Marée, il n'est jamais fait mention de chiffres à barbe non plus. 1975, le premier livre, la première livraison de François Baudouin qui va poser les jalons de l'ethnographie maritime et du regain d'intérêt pour le patrimoine marin en France. À ce moment-là, on a quelques lignes, avec l'exemple ici d'un alphabet qui aurait été donc dessiné ou trouvé à Audierne. Et puis ici, on a pour la première fois les mots barbe, lettre initiale d'une barbe, etc. Le fait que le 1, le 4 et le 7 sont mal considérés, etc. etc. Bref, commence, je pense, en tout cas c'est la première fois que je vois attester un commentaire sur ces chiffres-là. 1976, Pierre Cizère, qui est devenu spécialiste du vocabulaire et du lexique marin, lui aussi reprend, et quasiment à la lettre près, ce que disait Baudouin un an plus tôt. Donc je ne sais pas à quel point c'est une enquête originale ou c'est une simple reprise de ce que disait François Baudouin. Et on arrive bien évidemment en 1978, où là l'équipe d'Arvag, avec Bernard Cadoret en tête, va consacrer pour la première fois 3-4 pages et des planches en couleur à parler des arts populaires, à parler non pas seulement de la technique des bateaux, des techniques de pêche et des mœurs des marins bretons, mais aussi parler de l'art et de l'artisanat et des qualités artistiques de cette population. À nouveau, on retrouve les mêmes termes, barbe, etc. Ce qui est intéressant ici dans le premier tome d'Arvag, c'est que bien évidemment, on a un discours qui est beaucoup plus nuancé. Il fait intervenir donc Jean Derrien, qui lui réfute absolument la thèse des chiffres travestis, et il met en avant une claire motivation de recherche esthétique. Donc on a le point de vue de quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui refuse complètement et manifestement relativement en bloc cette histoire de superstition. Mais plus bas dans le texte, vous avez aussi un autre témoignage d'un patron de Tréboul qui s'appelle Jos Collin, et qui lui, au contraire, va plutôt raconter des anecdotes sur le fait que certains marins attendaient, patientaient pour avoir un numéro plus favorable à l'inscription maritime. Donc ici, je trouve que ce qui est intéressant avec Arvag, c'est qu'effectivement l'enquête a été tellement grande qu'on a de la nuance et des points de vue. Bon, je vais passer rapidement. 1978 à Concarneau. 1981, ici, ce sont Dominique Duviard et Noël Gruel qui en parlent, mais cette fois-ci, on quitte la Bretagne et on arrive au Sable d'Olonne. Et ils parlent notamment d'un grand artiste qui s'appelle donc Paul-Émile Pajot, que vous connaissez, et qui aurait très certainement, au cours de sa vie, rendu pas mal de services en peignant des immatriculations de bateaux. Les années 80,
À ce moment-là, tous les ouvrages qui vont sortir, que ce soit celui publié par l'Écomusée de l'île de Groix ou ce livre de Pierre Arzel sur les goémoniers du Nord Finistère, à chaque fois maintenant, le fait de montrer les immatriculations, ça a été institué donc par Arvag. En tout cas, ça a été maintenant ça devient un passage obligé presque de tous les ouvrages maritimes. Et puis dans les années 80, vous avez aussi d'autres personnes qui commencent à s'intéresser à ces formes-là, non pas du point de vue de l'ethnographie maritime ou de l'histoire. Alors ici, je cite Fanch Le Hénaf, jeune graphiste à l'époque qui passe son diplôme à l'École des Beaux-Arts de Nantes et qui fait un premier relevé. Donc on est en 83 sur les lettres initiales qui sont dans les quartiers maritimes du Guilvinec, de Groix, de Camaret, etc. Et puis un Britannique que j'ai croisé par hasard qui m'a dit qu'il était en vélo dans les années 80 et qu'il a pu faire lui-même un relevé des formes qu'il a trouvées sur le Mimosa, très certainement, dans les années 80. Les années 80, donc tout ce bouillonnement et puis ce regain d'intérêt, et puis enfin des gens qui consignent et qui commencent à arrêter et à redessiner les formes pour éviter qu'elles se perdent, et ben, bizarrement, les années 80, ça coïncide avec le moment où globalement ce type d'immatriculation deviennent proscrites. On n'a plus le droit de les utiliser. Et ici, vous voyez sur cette magnifique photo de Michel Tersiquel, vous avez le chantier Tanguy avec donc les immatriculations qui vont devenir certainement imposées par l'Europe au moment de la création de la Constitution européenne, donc fin des années 50, début des années 60, mais en tout cas, même s'il y a eu une tolérance pendant quelques années, maintenant, tous les bateaux de Douarnenez, d'Audierne ou du Guilvinec vont adopter un alphabet complètement standard. Donc, exit les formes péchantes. On est passé donc de QD à DO, à des épisodes en gothique, à la mise au point de ce fameux signe, à l'ajout, mais qui a été un peu refusé en 1925 du Z, à partir des années 80, c'est-à-dire on change de pêche, on change de gabarit, on est vraiment dans les années des chalutiers, des grands gabarits, on passe au DZ standardisé. Et ensuite, s'il me reste un peu de temps, et ensuite, 86, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'après ce bouillonnement là, autour de la Arvag, de la création du chasse-marée, eh bien évidemment, Douarnenez devient aussi un centre de rassemblement pour les vieux gréments, avec la mise sur pied d'une fête maritime donc en 86 et qui sera reconduite en 88. Le chasse-marée fait appel au graphiste quimpérois Alain Le Kernec pour dessiner l'identité, en fait un signe identitaire pour la communication de ces deux fêtes maritimes. Et donc vous voyez qu'ici, vous avez une première forme du logo. Alors, j'ai parlé avec Alain Le Kernec au téléphone. Il me dit qu'à l'époque, il n'avait pas beaucoup plus enquêté que ça sur la source du dé et pas particulièrement soigné sa forme. Ce qui l'intéressait, c'était surtout de mettre sur pied un principe simple et efficace et qu'on puisse mettre à jour chaque année pour sigler et représenter les fêtes maritimes. En 91, quelques années plus tard, c'est carrément la ville de Douarnenez qui lui passe commande d'un logotype. Cette fois, non plus pour le musée pour les fêtes maritimes, mais pour la commune elle-même. Et donc Alain Le Kernec arrive avec cette phrase qui est de dire écoutez, vous n'avez pas besoin d'un logotype, vous en avez déjà un. Moi, je suis graphiste et je n'ai pas grand-chose à inventer. Je vais vous aider à mettre au point et à sauvegarder un signe qui relève du patrimoine et qui est en train de disparaître. Donc, fort de l'expérience des fêtes maritimes, il va cette fois redessiner et parfaitement exécuter. Et là, il m'a dit qu'il a passé beaucoup de temps à se renseigner pour essayer de trouver la forme juste à ce DZ. Et puis, voilà quelques applications sur la charte graphique de Douarnenez à l'époque. Moi, j'ai fait un petit comparatif. Je pense qu'il est allé chercher certainement je crois que Henri Kérizit avait sauvé des eaux un bordé d'un Malamoc dans les années 40 et quand j'ai comparé les dessins, je pense que c'est celui qui est le plus proche du logotype que Alain Le Kernec a dessiné. Donc même si évidemment ça peut être des sources multiples, mais en tout cas c'est une origine probable de ce signe-là. Voilà le bordé qui a été photographié par Henri. Donc c'est un Malamoc qui s'appelle Fend les vagues et qui a été construit en 1940. Et très certainement un très bon candidat pour le modèle du logotype de Douarnenez en 1990.
Donc voilà, tout le monde a eu cet autocollant, tout le monde a eu le, je ne sais pas quoi, le porte-clés, ou bref, tous les douarnenistes le connaissent par cœur. Bon, le problème avec un logo aussi beau, aussi puissant que ça, c'est qu'il peut se passer absolument tout et n'importe quoi, évidemment. Et puis, bah, voilà, c'est la rançon de la gloire, c'est-à-dire que quand vous avez un signe qui est aussi fédérateur, aussi simple, aussi puissant, aussi évocateur de l'histoire de la ville, et puis qui correspond, même si les belles années de la pêche sont un peu derrière nous, on est en 1990, bah, ça reste quand même un signe qui fait sens pour les douarnenistes et qui vont donc toutes les associations culturelles, sportives, toutes les marques, etc., vont toutes adopter à outrance le logo de Douarnenez, le transformer, l'adapter, etc., etc. Bon, bien évidemment, alors moi je passe sur la polémique de la disparition du logotype. On est en 2008, je crois, quand la municipalité décide de changer de logotype. Mais donc, vous avez un logo qui aura duré plus de 20 ans. Vous imaginez la longévité pour un logotype, c'est quand même rarissime dans l'histoire de la communication visuelle. Je connais très peu de villes à avoir gardé leur logo aussi longtemps. Et je pense que dans le cœur et dans l'esprit des douarnenistes, il reste encore très, très présent. Je sais que je déborde énormément. Je vais terminer sur la méthode expérimentale, qui est le dernier volet de mes recherches, pour vous dire que, encore une fois, je suis en train de mener une thèse qui n'est pas une thèse uniquement théorique, mais que j'essaye au maximum de la rendre pratique, mixte, et quand j'ai l'occasion, évidemment, de conduire des entretiens, de dessiner, et puis de me mettre moi-même avec d'autres camarades à l'exercice. Là, j'ai travaillé donc sur le canot Joséphine, qui s'est longtemps appelé le D21 et qui a été mis à l'eau pour la première fois cet été aux Fêtes maritimes de Douarnenez. J'ai pu travailler donc avec tous les bénévoles de cette magnifique association Treizour, et vous voyez ici un graveur, sculpteur qui s'appelle Yanouche, qui a donc signé la gravure, Marion de l'association Treizour qui était ici en train de peindre les signes en blanc et qui a gravé. Et voici donc le détail du D21 tel que, voilà, à partir de dessins que j'ai proposés, eux-mêmes basés sur la recherche historique que je vous ai en partie montrée ce soir. Voilà les derniers coups de peinture, coups de coltard sur le D21, le jour de sa mise à l'eau et son baptême. Joséphine. Allez, j'arrête là-dessus. J'ai un peu débordé.